Bonjour Bernard Lany et Bernard Cadoré. Vous publiez Art populaire des marins de la Pointe de Bretagne aux éditions Dialogue. Votre livre, véritable document ethnologique et artistique, présente une sélection de photos d'œuvres créées par les marins de la Pointe de Bretagne. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Alors c'est un projet qui est relativement vieux, qui remonte au siècle dernier. Dans les années 90, dans mon atelier, j'ai commencé à le remplir d'objets d'art populaire maritime, enfin non, d'objets maritimes plus que d'art populaire maritime. Et puis j'ai fait la rencontre de certains antiquaires qui m'ont un petit peu aiguillé sur l'art populaire. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des objets donc, dans mon atelier qui me tenaient compagnie, mais qui me racontaient des histoires aussi. Votre livre présente une grande diversité d'œuvres en termes de supports, de formes et de matériaux. On trouve des outils en bois sculpté, des tableaux en laine ou en coquillage ou peint, un cahier de pilotage coloré également. Cependant, on imagine que vous avez eu accès à un corpus d'œuvres encore plus important. Comment avez-vous procédé à cette délicate sélection pour les œuvres que vous avez mises dans votre livre ? Alors, on a travaillé avec Bernard, on a commencé à faire une sélection, non pas dans les œuvres, mais dans les possibilités. Bernard m'a donné une liste assez complète d'œuvres qu'il aurait bien vues dans le livre. Et puis, le choix s'est fait, je dirais coup-ci, coup-ça, parce que c'était pas évident. Il y a des objets qui sont rentrés, il y a des objets qui sont sortis, il y a des objets qui sont revenus. Et puis, on a discuté tous les deux et Bernard a fait des choix aussi. A fait des choix. J'étais d'accord ou j'étais pas d'accord. Et je crois qu'en définitive, on est arrivé à quelque chose qui se tenait. La difficulté pour lui, je crois, a été de... Il y a certains objets photographiés qui ne lui parlaient pas. Oui, c'est-à-dire que notre histoire qui devait déboucher sur ce livre est un peu différente, puisque toi tu as fait un travail de photo de très grande qualité sur des objets que tu connaissais. Moi j'ai eu, comme quand tu m'as demandé de collaborer à ce travail, j'ai eu une approche un peu différente. Je me suis mis à réfléchir avec ma culture personnelle à ce qu'il aurait été intéressant d'avoir comme type d'objet, et ensuite dans les types d'objets ce que je pouvais repérer dans différents endroits. Mais en réalité, ça ne correspondait pas exactement à ta méthode. Et il a fallu que j'en rabatte beaucoup et que dans la série un peu de ce qui était photographié, où il y avait beaucoup de très belles choses, très intéressantes choses, que je coule un peu dans ce moule, quoi. Donc c'était un petit peu compliqué, mais au bout du compte, le résultat me plaît bien. La définition de l'art populaire questionne beaucoup. On trouve beaucoup de définitions différentes, dont celle que j'ai sélectionnée. L'art populaire pourrait être défini ainsi. L'art populaire est l'ensemble des productions artistiques d'une époque, d'un pays, d'une civilisation correspondant à une catégorie sociale. Que pensez-vous de cette définition et quelles sont les caractéristiques pour vous d'une œuvre de l'art populaire ? Moi, ce qui me parle dans ce que l'on peut définir comme art populaire maritime, c'est le fait que ça a été fait par la main de l'homme. Et j'ai essayé dans le livre de mettre, alors au niveau de l'iconographie, de la photographie des documents, j'ai essayé de mettre le plus possible l'homme en avant. Le problème, c'est que bien souvent, on ne connaît pas en fait l'origine de l'objet. On ne sait pas très souvent qui l'a fait. Quand c'est une personne bien identifiée, dont on peut retrouver le milieu, dont on peut retrouver l'histoire en tant que marin, c'est quand même surtout des marins, hein. Là, c'est relativement facile. Quand c'est quelque chose qui nous fait vibrer quelque part, mais de façon un peu vague, et subjective, il faut d'abord décrire l'objet et ensuite essayer de comprendre pourquoi la personne qui l'a fait a utilisé tel matériau, a utilisé
des techniques qui peuvent sembler un peu étonnantes quelquefois, ou quelquefois au contraire il y a un lyrisme tout à fait inhabituel et qui donne des choses très belles, qui relèvent presque de l'art brut. On a plusieurs objets dans notre collection. Donc c'est très varié en fait. Il n'y a pas un schéma type de travail et de réflexion et d'émotion. Il faut, je ne dirais pas improviser, mais quand même interpréter, créer quelque chose, quoi. J'ai rencontré plusieurs centaines de marins âgés qui avaient une expérience souvent considérable et dont plusieurs étaient nés même avant 1900 ou juste après, et donc qui ont connu un monde où ce type d'art était relativement fréquent en fait dans les familles de marins, et qu'ils soient des marins de la marine nationale ou des marins pêcheurs, et aussi encore plus peut-être des marins de commerce, du long cours ou du cabotage. C'était une forme d'expression qui était assez répandue et qui trouvait qui trouvait à l'époque un petit débouché commercial quelquefois. Donc il y avait souvent en arrivant à terre, ils le mettaient en vente, à moins que ce soit un objet qui était réservé au contraire à leur bon ami, ou c'est très sentimental. Enfin, disons qu'il y a eu quand même une période où cette forme d'art a été riche. Votre livre questionne sur le rapport du marin à l'art et plus généralement au beau. À la page 52, je vais vous la montrer quand même. Vous avez écrit « Cette œuvre naïve très stylisée qui évoque un navire du milieu du XIXe siècle n'est pas sans charme pour un marin. » Quels sont les goûts artistiques et esthétiques d'un marin alors? Quel est le beau pour un marin? Je crois d'abord que c'est quelque chose qui doit lui parler, donc quelque chose aussi fruste que puisse être la technique d'exécution, mais qui n'est pas un contresens, maritime, qui fonctionne. Et c'est vrai que beaucoup d'œuvres du même genre, des imitations qui ont été faites par des terriens, ne peuvent pas être comprises, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, parce que derrière ces petites voiles galbées toutes simples, il y a quand même le fait d'avoir navigué pendant des dizaines et des dizaines d'années, d'avoir vu des centaines de milliers de bateaux, et il y a quelque chose de profondément juste dans la façon, même avec une grande économie de moyens, d'exprimer cette culture, finalement, cette sensibilité qui est vraiment maritime. Puis, esthétiquement, je trouve pas. Mais bon. Moi, je pense que c'est pas le beau qui intéresse le marin, c'est le vrai. C'est le vrai, et le vrai, il le fait avec des matériaux de récupération généralement. Donc il peut y avoir des couleurs qui ne vont pas ensemble, ça ne l'empêchera pas de les utiliser. Et de toute façon, il le fait avec ses mains, il le fait avec son cœur. Y a-t-il une œuvre parmi toutes celles présentées dans ce livre qui vous touche particulièrement, qui est votre préféré? Oh là, celui-là est un de ceux qui me touchent le plus. Parce que bon, il y a évidemment la jeune femme, l'amour, la nostalgie. Mais il y a aussi le contexte qu'il est obligé de vivre tous les jours à bord de son navire de guerre. Et il y a en même temps le souvenir de son activité de marin professionnel à la pêche, et utilisant par exemple des types de caractères qui sont exactement ceux qu'il a portés sur sa barque de pêche, sa chaloupe. Et donc je trouve qu'il est étonnamment complet. Alors moi, il y a une œuvre j'appelle ça une œuvre parce que c'est un objet qui est assez extraordinaire. C'est l'ex-voto de la Marcelle. Ah oui. L'ex-voto de la Marcelle, qui était un bateau, un 4-mâts qui allait en mer de Chine, qui a subi un typhon, et un des marins, j'ai perdu son nom, un des marins a failli passer au travers d'un hublot. Il a été retenu par d'autres marins. Il a fait un vœu. Alors est-ce qu'il a fait vraiment un vœu ou est-ce qu'il n'a pas fait de vœu? Je n'en sais rien. Mais il a échangé une maquette qui était en train de se faire finir par un autre marin contre 2 paquets de tabac.
Il a ramené cette maquette, il a fait son service militaire et il est mort à la fin de son service militaire dans un accident de sous-marin. Et ce sont ses parents qui ont donné l'ex-voto à la chapelle de Saint-Gonvain à côté de Morlaix. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que je pense que le premier matelot qui avait fait cet ex-voto avait mis un petit cœur, un petit ruban en bois, enfin sur le socle en bois, un petit cœur, un petit ruban, le tout en relief, et avait marqué, je pense, le nom de sa chérie. Bizarrement, le nom a été retiré et quand on regarde bien la photo, on se rend compte que le bois n'a pas du tout la même teinte que le reste de l'objet. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est 2 paquets de tabac. Moi, j'échangerais bien des ex-voto contre 2 paquets de tabac. Et là, on a la chance d'avoir tous les éléments de l'histoire, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très, très émouvant. Dans bien des cas, on est devant un objet qu'il faut faire parler avec beaucoup plus de difficulté que là, puisque là, on n'a pas de mal à se représenter l'aventure de l'homme.